l'expropriation massive orchestrée par les banquiers et le gouvernement. Mais malgré ça, on vit quand même une crise du logement et parce que la violation du droit au logement entraîne nécessairement la violation de d'autres droits fondamentaux, on a pensé inviter Émilie Joly du Frappru pour nous parler de ce qui se passe ici. Merci beaucoup. J'ai un petit peu freestylé. J'ai essayé de prendre quelques minutes tout à l'heure, mais j'ai commencé sur une napkin, mais elle était bleue. J'avais un crayon bleu. C'était pas concluant. Mais je trouvais que le film qui nous a été présenté est particulièrement pertinent, nous représente bien la réalité de l'Espagne. La majorité de vous savez très bien que c'est pas la réalité nécessairement du Québec. Au Québec, on a un taux de propriétaires relativement bas. Qui ressemble plus à la moyenne européenne de manière générale. Et la lutte par rapport au droit au logement, c'est beaucoup orienté davantage par rapport aux locataires. Parce que, de manière générale, à la différence de l'Espagne, où les classes moyennes, les classes basses ont eu accès à la propriété, le American Dream de l'accès à la grosse maison ne s'est plus ou moins, en partie, mais pas tout à fait, concrétisé au Québec et au Canada. Du moins, ce n'est accessible, l'accès à la propriété, que pour les classes moyennes plus aisées. Et donc, la lutte par rapport vraiment à la survie pour un droit au logement et pour un logement digne de base, c'est beaucoup fait à partir des luttes des locataires. Vous savez peut-être qu'à la fin des années 2000, j'ai comme exagéré, puis là, il m'en veut. Ouais. Merci. Donc, vous savez peut-être qu'à la fin des années 90, au début des années 2000, on parlait réellement d'une crise du logement au Québec. On se rappelle là, de la une du Journal de Montréal avec les familles en pleurs devant leurs édifices, avec leurs matelas et leurs valises. Où vont-ils aller? Nécessairement, il y avait un manque crucial de logement à ce moment-là. Et donc, il y avait une réelle crise du logement dans le sens où il y avait plus de locataires que d'appartements. La crise qu'on vit, et ce que le gouvernement essaie de nous faire croire aujourd'hui, c'est que la crise du logement n'existe plus. Le gouvernement a fait sa job, a subventionné les entrepreneurs et les compagnies de construction pour qu'ils nous construisent du logement locatif. Et donc, il n'y aurait plus de crise du logement au Québec. Malheureusement, cette réalité-là, elle est un peu disproportionnée. C'est vrai qu'il y a des logements vides en ce moment, mais nous, au Frappru, on choisit de parler d'une crise du logement accessible. Parce que malgré le fait qu'il y ait des logements vides, ce sont en majorité des logements locatifs de luxe ou du moins dans la classe élevée, de loyers élevés. Alors il y a réellement encore aujourd'hui, 15 ans plus tard de la première grande crise du logement au Québec, une crise du logement par rapport aux logements qui sont réellement abordables. Quand on parle d'abordabilité, c'est ça qui nous revient à dire de c'est quoi la situation des locataires et c'est quoi l'implication qu'a le fait que le droit au logement est clairement bafoué au Québec et au Canada. Quand on regarde les chiffres, c'est assez drastique. On parle quand même d'un tiers des locataires qui payent plus de 50% de leur revenu à chaque mois pour se loger. C'est un locataire sur 10 qui paye plus de 80% de son revenu pour se loger. Une personne sur 10 qui est locataire, elle a 80% qui est fou dans son loyer, puis il reste 20% pour essayer de manger le reste de l'année. Et l'anecdote rigolote par rapport à ces chiffres-là, c'est que Statistique Canada, quand ils ont sorti les chiffres, ont choisi d'exclure d'emblée toutes les personnes qui disaient qu'ils payaient 100% de leur revenu pour se loger parce qu'ils disaient que c'était impossible. Alors nous, on ose croire que les chiffres sont probablement un peu plus élevés que ce que je vous dis là parce qu'il y a une gang de monde qui a été exclue de cette statistique-là parce qu'on dit mais voyons donc, les gens ne peuvent pas payer 100% de leur loyer, ça se peut pas. Ils ont dû faire une petite erreur dans leur formulaire. On va enlever ça de notre analyse statistique. Et donc, on voit qu'il y a encore un gros problème par rapport à l'affordabilité puis l'accès au logement. Et malheureusement, on a deux paliers de gouvernement, tant au provincial qu'au fédéral, qui fait carrément rien. Au provincial, on est confronté au gouvernement Couillard, à notre très cher ami le ministre Moreau, je le porte dans mon cœur, qui a choisi plutôt de prendre la voie de dire il n'y a pas de logement abordable, peut-être que la solution serait d'en construire ou minimalement de retaper et de rénover des logements qui sont en mauvais état pour pouvoir les socialiser, les rendre aux communautés et les rendre beaucoup plus accessibles. Eh bien non, ce que Moreau et Couillard ont décidé, au contraire, c'est d'arrêter de construire. On menace le programme Axiologie, qui est le programme à travers le seul programme au Québec à travers lequel on peut faire du logement social. Et la réponse de
de Moreau a été de deux, de nous dire d'un côté, ben il y a encore des unités qu'on vous a subventionnées les dernières années, que vous n'avez pas construites, donc vous en avez peut-être pas besoin. Et nous de leur répondre, c'est parce que tu me donnes 100 000 $ pour construire un logement qui va en coûter 150, je peux pas. Et donc, on a ça d'un côté et on a la réponse parfaite néolibérale du gouvernement Couillard qui est, à la place de construire des logements sociaux dans lesquels il va y avoir une pérennité, il va y avoir une construction, il va y avoir de la brique qui va servir aux familles qui en ont besoin cette année, mais aux familles qui vont en avoir besoin dans 30 ans, bien, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va subventionner des propriétaires, souvent délinquants, qui ont des apports de marde, qui sont pas capables de louer sur le marché privé, et on va donc subventionner ces propriétaires-là pour qu'ils acceptent des locataires à plus faible revenu, où le gouvernement va compenser la différence entre ce que les locataires peuvent payer par rapport à leur revenu et la différence que le propriétaire veut. Alors ça, c'est le gros enjeu principal au Québec, c'est la menace qu'on a à la pérennité du logement social. Et au fédéral, on voit que Harper a maintenu la décision qui était de Brian Mulroney, de Jean Chrétien, du gouvernement libéraux subséquent, de ne pas réinvestir à long terme, de ne plus construire de HLM depuis 30 ans, de ne plus intervenir massivement sur le marché en financement et surtout en entente à long terme pour être capable de construire plus que ce qu'on a besoin cette année en finançant directement des propriétaires vers eux. Et donc, c'est un petit peu ça le topo que je voulais vous faire, parce que c'est sûr qu'on voit le film par rapport au pas. Pour nous, le pas a été plutôt inspirant, pas nécessairement dans la lutte qu'ils mènent par rapport au fait que c'est la même lutte que nous, mais ils ont développé des outils qu'on essaye quand même de ramener au Québec. Entre autres, cette année, au Frappru, on a commencé à faire des occupations de banque. On a fait la Banque Scotiaire, la Banque Nationale pour la première fois cette année. C'était un gros moment militant dans notre histoire. Et je pense que ça revient aussi à essayer d'attaquer ce qui peut en faire mal, mais d'attaquer symboliquement les causes du capitalisme, puis d'attaquer les causes de notre pauvreté aussi, où on voit que les banques s'en mettent plein les poches, ne payent pas d'impôts au Québec, on refuse de taxer le capital, et en même temps, on se fait dire qu'il n'y a pas d'argent pour construire du logement. Alors, c'est un petit peu ce qu'on fait. Au Frappru, on a une approche assez terrain. On pense que la lutte doit se faire dans la rue. Et c'est là que j'espère être en mesure de vous voir, que ça soit par rapport à la lutte au logement, la lutte à l'austérité. On est en train d'essayer de penser à nos prochaines actions pour l'automne. On espère tous et toutes, je pense, avoir un automne chaud. On a eu un printemps un peu déprimant avec Coder qui n'a rien voulu savoir de notre occupation de terrain et de construction d'un camp. Mais bon, on est quand même là, on est encore debout, puis on espère vous revoir dans d'autres mobilisations à l'automne.